Hello à tous, avant que la vidéo commence, je souhaitais prendre quelques secondes pour vous inviter à me rejoindre sur Instagram. C'est un réseau que j'utilise de plus en plus et que j'aime beaucoup, donc voilà, vous êtes tous conviés. Bref, bonne vidéo. Pendant la préparation de ces 3 théories, une date est tombée. C'est le 8 juillet 2022, la sortie prévue pour Black Panther 2 Wakanda Forever. C'est un épisode Marvel que j'attends énormément, franchement je vais pas vous mentir. Le premier a marqué clairement la firme et forcément on attend du lourd pour ce Black Panther 2, la suite. Néanmoins, la récente disparition de Chadwick Boseman, l'acteur de T'Challa, le Black Panther, fut une énorme surprise pour tout le monde, obligeant à un remodelage du film et du scénario, car évidemment le rôle de T'Challa ne sera normalement pas redonné. Il y a une sorte de paradoxe, le sujet est très complexe du coup car tout est chamboulé et pourtant le film ne sort que dans 1 an, c'est très peu. Enfin voilà, cela faisait un moment que je souhaitais vous parler de Black Panther 2 et là du coup j'estime que c'est le moment de le faire. Alors bienvenue dans ce nouveau 3 théories, commençons sans tarder. S'il y a bien un mystère concernant Black Panther 2, c'est son antagoniste. Car, après tout, cela reste la base d'un film de super-héros, et malgré cet événement tragique et le remaniement du scénario du film, nous aurons bel et bien un vilain présent dans le film. Et même si nous n'avons aucune déclaration sur ce dernier, il y a moyen de déceler quelque chose. Marvel aime beaucoup les détails, et c'est justement dans Avengers Endgame que la réponse pourrait s'y trouver. 5 ans après le snap de Thanos, les Avengers font des meetings réguliers pour essayer d'améliorer la situation et résumer ce qu'ils ont fait et où repérer. Pendant cet entretien, Okoye, la chef des Dora Milaje, est présente et cette dernière révèle quelque chose de très intéressant. Apparemment, le Wakanda aurait senti une série de tremblements de terre sous-marins, proches du continent africain. Okoye affirme ensuite que le Wakanda ne compte rien faire de spécial, car justement, c'est loin et situé sous la mer, donc qui s'en fout quoi. Au premier abord, cela ne semble pas si important que ça. Pourtant ce détail est tellement gros qu'il est impossible à ignorer. Il s'agit à très forte chance de Namor et de l'Empire d'Atlantis. Tout d'abord, dans une question de logique et de comment c'est amené, ce n'est pas n'importe qui annonce la nouvelle du tremblement de terre. C'est Okoye. Et c'est très important pour comprendre la finesse de ce détail. Dans Avengers Endgame, T'Challa et Shuri ont disparu à cause du snap. C'est donc en quelque sorte Okoye qui devient la représentante du Wakanda auprès des Avengers. Okoye symbolise le Wakanda et c'est eux qui ont découvert ces tremblements de terre. Ce qui veut dire que cette découverte est liée au Wakanda et donc justement l'avenir du pays. Pour revenir plus précisément sur Namor, il est le personnage le plus sensé pour être le vilain du film. Ce dernier est le roi d'Atlantis, un royaume situé sous les eaux et donc dirigeant du peuple atlante. Évidemment, on retrouve tout le côté légende de la cité perdue d'Atlantide. Mais le plus intéressant est que dans les comics, Namor et donc Atlantis, puis T'Challa et le Wakanda sont de très grands rivaux et ont vécu beaucoup de confrontations. Dans un délire d'adaptation de l'histoire originelle pour les films, Black Panther 1 nous amène l'ouverture du pays au monde, avec notamment la création de centres d'aide internationaux, le partage de connaissances, etc. Bref, ils ne vivront plus véritablement cachés. Sauf que ces derniers sont propriétaires de la météorite de Vibranium, tombée il y a des milliers d'années. Une ressource convoitée par énormément de monde, et qui pourrait se faire savoir rapidement, notamment par Namor. Concernant le scénario, on se doute bien que Namor n'attaquerait pas le Wakanda gratuitement, il doit y avoir un but précis. Ce dernier n'est pas un véritable méchant à proprement parler, mais un roi qui a des conflits avec le Wakanda. Étant donné que les deux nations sont rivales dans les comics, nous pourrions supposer que leur histoire soit liée à la météorite de Vibranium, dans le sens où, pourquoi pas, le peuple atlante a convoité la météorite.
et s'est fait chasser à l'époque par Bashanga, l'ancêtre de T'Challa. Le Wakanda étant dans une période de crise avec la menace de l'attaque du peuple Atlante, nous pourrions être témoins de l'émergence d'une personnalité apte à diriger le Wakanda suite à la malheureuse disparition de Chadwick Boseman, dont le rôle de T'Challa ne sera pas réattribué. Mais d'ailleurs, comment pourrait se traduire l'arrivée d'un nouveau Black Panther ? Dans l'histoire du Wakanda, il est dit qu'une météorite de vibranium est tombée sur Terre, modifiant les propriétés de toute la flore locale. Ce sont des siècles plus tard que plusieurs tribus ont décidé de s'installer dans la région et se sont affrontées pour avoir la source de ce vibranium. C'est Bashanga, devenu le premier Black Panther, qui par le biais d'une vision de la déesse Bast, a été guidé à la fleur en forme de cœur pour unifier les tribus. Une fleur qui, à cause du vibranium, a muté et qui permet donc, à qui la consomme, d'avoir des capacités surhumaines. De par la tradition instaurée dans le pays suite aux actions de Bashanga, chaque nouveau roi ingérera la plante afin de devenir le nouveau Black Panther. Sauf que plusieurs problèmes existent concernant la fleur, et cette mécanique d'en consommer pour avoir des super pouvoirs. Déjà, il n'y en a plus à cause de Killmonger. Dans un délire de devenir le seul et unique roi à avoir des pouvoirs, N'Jadaka a brûlé les fleurs de cœur après en avoir ingéré une. Alors néanmoins, il est possible qu'il en repousse un jour, vu que toute la flore du pays a été modifiée à cause du vibranium. Voire que d'autres plantes possèdent ces effets aussi. Voire même que l'humain arrive à en recréer. C'est même fortement probable ça. Mais il existe un plus gros souci, c'est que n'importe qui peut manger cette plante et avoir des pouvoirs. Malgré les traditions du Wakanda et le respect de la royauté par ses habitants, Killmonger l'a prouvé, n'importe qui peut s'imposer et avoir des pouvoirs. Pire encore, avec l'ouverture du Wakanda et de l'apport de leurs connaissances au reste du monde, et si des ennemis de la nation mettaient la main sur cette plante ou une formule permettant de la recréer. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que la fleur de cœur propose une dissonance avec l'unicité du Black Panther et la royauté qui l'entoure. C'est exactement comme pour le délire du sérum de super soldats. Nous avions à la base Steve Rogers, puis s'est rajouté d'autres soldats cachés, les soldats de l'hiver comme Bucky, et au final, nous nous sommes retrouvés avec un grand nombre de personnes ayant du sérum de super soldats en eux, comme John Walker, Carly et son groupe, etc. Si des étrangers du Wakanda ou même des habitants du pays arrivent à recréer la fleur, qu'est-ce qui différenciera le Black Panther, soit le roi du Wakanda, des autres êtres humains? Dans un délire que Marvel a de vouloir casser les codes instaurés et nous montrer des passations de pouvoir, et si la recette pour devenir le nouveau dirigeant du Wakanda changeait? C'est évidemment une question qui m'a trotté en tête suite à l'annonce de Marvel de ne pas remplacer le rôle de T'Challa, incarné par le regretté Chadwick Boseman. À la manière de la reprise du rôle de Captain America par Sam, gravitant pendant un moment autour du bouclier, symbole de la reprise de la fonction. Ce dernier nous a prouvé qu'il n'avait pas forcément besoin d'avoir de super pouvoirs pour unifier et réussir. Et tout comme Steve Rogers dans Endgame, qui a réussi à glow up grâce à Mjolnir, malgré une condition de super soldat vieillissant, et si le nouveau Black Panther devait brandir Skybreaker pour symboliser son règne et son unicité? Pour la faire simple, Skybreaker est une sorte d'épée en vibranium créée par Bashanga, le premier roi du Wakanda, à la découverte de ce qu'était le vibranium justement. C'est un petit peu l'artefact et l'arme ultime du Wakanda, transpirant de symbolisme et de respect dans les comics. Étant donné l'unicité d'une telle arme, nous pourrions faire face comme solution de secours dans la tradition wakandaise que pour définir un nouveau roi ou une nouvelle reine hors lignée royale, les prétendants au trône devraient ramener le Skybreaker et brandir cette épée pour être élu. Un cas tout à fait inédit puisque la lignée de T'Challa perdure depuis le tout premier roi Bashanga. Mais même si la finalité serait un retour de Killmonger pour reprendre le flambeau, ou bien que Shuri prenne le relais, cette épée permettrait au Black Panther de s'upgrade en tant que héros et de ne pas stagner, laissant au fil du temps la fleur de cœur derrière lui.
C'est une politique importante pour Marvel Studios, et en particulier pour cette phase 4, pleine de passation de pouvoir. Sam n'a peut-être pas le sérum de super soldat, mais l'alliance du bouclier et de ses ailes font de lui un héros redoutable. Wanda était peut-être la petite sorcière des Avengers, mais elle est aujourd'hui la Scarlet Witch, débordante de magie du chaos. Spider-Man était peut-être la petite araignée du quartier. Peter possède aujourd'hui son Spider-Sense et la technologie Edith. Thor était peut-être le dieu du tonnerre. Aujourd'hui, il est en possession de Stormbreaker, une arme divine. Bref, nous pouvons aller très loin comme ça, mais chaque héros doit y passer. Passation de pouvoir ou pas. Skybreaker, cette épée ultime du peuple wakandais qui ne peut se briser ni s'émousser, permettrait à son possesseur de devenir le véritable symbole attendu par la nation. Si le Marvel Cinematic Universe nous a bien fait comprendre une chose, c'est qu'ils font ce qu'ils veulent des personnages. On ne le rappellera jamais assez, mais même si l'histoire de base est calquée sur les comics, il y a un énorme paramètre de réadaptation des personnages, des intrigues, de l'univers. Et c'est le cas avec Bucky, alias le Loup Blanc, que j'estime être important à mentionner. Originellement sergent Bucky Barnes, il est devenu le soldat de l'hiver, une véritable machine à tuer. C'est dans la scène post-générique de Black Panther que le nom de White Wolf sera mentionné pour la première fois, nous montrant un Bucky apaisé. Scène post-générique qui sera développée via Falcon et le soldat de l'hiver, où nous sommes témoins du long travail instauré par les Wakandais pour délivrer Bucky de son lavage de cerveau. Et on n'en sait pas plus, alors que pourtant, il y a beaucoup de symboles et de matières à traiter. Tout d'abord, pour les non-connaisseurs, White Wolf existe dans les comics. C'est un enfant qui a survécu à un crash d'avion atterri au Wakanda. Ce dernier fut recueilli par T'Chaka, le roi du Wakanda et le père de T'Challa. L'enfant ayant à peu près le même âge que le fils du roi, les deux ont grandi ensemble. Sauf qu'une jalousie naquit chez le White Wolf envers T'Challa, dont l'avenir promettait de grandes choses, ce qui a fait de lui l'un des ennemis du Black Panther. Voilà, pour faire simple, c'est ça. Une histoire très éloignée de ce que nous avons dans le MCU, et pourtant, White Wolf rime tout d'abord avec nouvelle identité pour Bucky Barnes. Grâce au Wakanda et leur aide, Bucky est aujourd'hui un nouvel homme, et un homme libre. Il a été en quelque sorte recueilli par le pays, comme l'enfant qui a survécu au crash de l'avion. Et c'est là que c'est intéressant, car on a tendance à l'oublier, mais Bucky a passé près de 6 années au Wakanda. Et comme nous l'a montré la série de Falcon et le soldat de l'hiver, ce dernier est lié au pays. Les Dora Milaje retrouvent sa trace facilement. Il reconnaît la trace de ces dernières. Ils lui ont donné un bras dont il semble encore ignorer tous les secrets. Il livre même Zemo au Wakanda à la fin de la série, alors qu'il était dans une autre prison, et se permet même de demander un service aux Dora Milaje. Bref, la relation entre Bucky et le Wakanda est très particulière, et on est loin d'avoir toutes les cartes en main. Ce qui est clair, c'est que Bucky possède une sorte d'allégeance pour ces derniers, même si au départ, T'Challa a recueilli Bucky suite à la demande de Steve Rogers, un de ses grands alliés. Bucky peut être un atout et un allié de taille pour le pays. Nous savons par le biais du premier film que le Wakanda possède des espions situés partout dans le monde. Bucky pourrait en être clairement un. Suite à la bataille finale de Endgame, le Wakanda aurait pu appuyer le retour de Barnes aux États-Unis et lui permettre d'être gracié pour que ce dernier puisse servir d'informateur. C'est d'ailleurs ce que ses actions traduisent durant la série de Falcon. Une fonction d'espion mise en place depuis déjà possiblement un bon moment, puisque T'Challa lui fait confiance, lui a donné un bras en vibranium, lui demande de combattre à ses côtés pendant la guerre du Wakanda d'Infinity War. Et on se doute bien que dans le fond, ils ne font pas ça non plus gratuitement. Bucky restera toujours fidèle au Wakanda. Par rapport à Black Panther 2 et la série prévue sur le Wakanda qui sortira sur Disney+, nous pourrions faire face au début du véritable White Wolf en tenue. Bref, Bucky va devenir le personnage clé liant les Avengers avec le Wakanda. Et j'aimerais également caler un petit mot concernant Vision. Son retour dans WandaVision nous a montré que ce dernier a perdu tout sentiment
toutes ses émotions. Néanmoins, il a retrouvé ses souvenirs. Le White Vision pourrait vouloir retrouver ses origines pour comprendre qui il était vraiment. Sauf qu'étant donné que Tony Stark est mort, que Banner n'est pas non plus un expert et a même tourné la page, Shuri est la seule aujourd'hui à savoir véritablement comment fonctionne Vision. Ce qui voudrait dire que nous pourrions avoir le retour de Vision dans Black Panther 2, voire une scène post-générique. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Le sujet n'était pas si simple en vrai, hein. Black Panther est un monument de Marvel Studios et j'espère vous avoir proposé des théories intéressantes pour la suite en tout cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un pouce bleu, en vous abonnant à la chaîne, en me laissant un petit commentaire avec vos idées, vos théories, hein. C'est toujours un plaisir de vous lire. On va s'arrêter là, à très vite pour une prochaine vidéo et que le Lionheart soit avec vous. Allez, ciao tout le monde.